Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est enfin l'heure de la vidéo tutoriel de la technique de pêche en infofile. Je m'y suis enfin attaqué suite à la forte demande. Je vous avoue que j'ai un peu sous-estimé la quantité de travail que ça allait nécessiter. Mais voilà, après un peu d'attente c'est là, donc j'espère que vous allez aimer et que ça va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et comme toujours, pensez à vous abonner si le contenu vous plaît ou à regarder mes autres vidéos. Je vous laisse avec le tuto. La nymphophile, également abrégée NAF pour nymphophile ou pêche à la roulette, est une variante de la pêche à la mouche qui a considérablement évolué ces dernières années. Elle attire aujourd'hui un nombre croissant de pratiquants du fait de son apprentissage relativement simple, couplé à une efficacité élevée, qui permet de vite s'amuser en touchant rapidement ses premiers poissons. Dans cette vidéo, nous allons aborder les principes de base de cette technique de pêche afin de vous permettre de rapidement prendre vos premiers poissons en nymphophile. Par opposition à la pêche en sèche, la nymphophile consiste à présenter une ou deux nymphes lestées dans des veines d'eau que le pêcheur juge susceptibles d'être occupées par des truites. Les nymphes sont des imitations d'insectes et de larves aquatiques qui composent la grande majorité de l'alimentation des truites. Un peu à la manière de la pêche au toc, la technique de nymphophile consiste donc à leurrer le poisson en lui présentant une ou plusieurs imitations de larves que ce dernier va venir saisir. Les nymphes doivent évoluer le plus naturellement possible en suivant les veines de courant, à la bonne profondeur et sans les couper. Pour ce faire, les nymphes utilisées pour ce type de pêche possèdent pour la plus grande majorité une bille de tungstène qui permet à l'imitation de couler plus ou moins vite selon la taille de la bille utilisée. Plus la bille est grosse, plus le poids est élevé et inversement. Cela permet aux pêcheurs de changer de poids de nymphe et de s'adapter en fonction de la zone qu'ils souhaitent pêcher. La nymphophile est particulièrement efficace car elle repose sur le stimulus alimentaire du poisson, qui est la manière la plus régulière de prendre des truites sauvages tout au long de l'année. A l'inverse, la pêche au leurre par exemple, qui repose sur l'agressivité et la territorialité des poissons, nécessite des truites bien actives. Ou encore, la pêche en mouche sèche, qui, bien que très ludique, ne séduit que les poissons bien attablés en surface. La nymphophile permet donc de prendre du poisson toute l'année. La nymphophile étant une pêche de dérive, elle se pratique canne haute et nécessite une canne un peu plus longue que pour des pêches en mouche sèche par exemple. Mécaniquement, plus la canne sera longue, plus vos dérives seront longues. Le bon compromis de longueur se trouve généralement entre 10 et 11 pieds de long. Côté puissance, on choisira une canne de soit de 3 ou 4. Plus la puissance de la canne est forte, plus elle sera à l'aise pour lancer des grammages élevés, mais à l'inverse, pour lancer des grammages faibles, on se retrouvera rapidement en difficulté. Pour pêcher efficacement, il faudrait énormément de cannes de longueur et de puissance différentes en fonction de la saison, taille des rivières et des poissons ciblés, ce qui n'est pas possible. C'est pour cela que j'ai fait le choix d'utiliser une canne de 10 pieds soit 4, qui représente pour moi la canne la plus polyvalente. Je pêche essentiellement des rivières rapides et j'utilise régulièrement des billes lourdes, de 3,8 voire 4,6 mm. Une canne en SWAT 4 aura également plus de facilité pour combattre des truites de plus de 50 cm dans des forts courants. Pour commencer, le compromis idéal pour moi est une canne en 10 pieds SWAT 3 dans un premier temps. Elle vous permettra de mieux vous familiariser avec le lancer. C'est avec une canne en 10 pieds SWAT 3 que j'ai commencé la nymphophile et j'en ai toujours été satisfait. Dans un second temps, si vous vous sentez limité dans les lancers de gros grammages de billes ou que vous n'arrivez pas à brider un gros poisson, alors il faudra passer sur une canne en 10 pieds SWAT 4. Concernant les moulinets, il y a deux écoles. Les moulinets semi-automatiques et les moulinets manuels. Beaucoup de pêcheurs en nymphophile utilisent des moulinets semi-automatiques afin de récupérer rapidement l'excédent de bannière en appuyant sur la gâchette et donc de gagner du temps en action de pêche. Personnellement, je fais partie de l'autre école. J'utilise un moulinet manuel. Pour moi, le moulinet en nymphophile ne sert uniquement que de réserve de fil et je n'y accorde pas de grande importance. Je vous conseille donc d'utiliser un moulinet manuel classique en accord avec la puissance de votre canne. Choisissez un modèle fiable et possédant un frein progressif de qualité, mais pas trop sophistiqué non plus.
Pour les modèles de nymphes, et surtout pour les débutants, il ne faut pas trop s'éparpiller et rester sur 3 à 4 modèles maximum. Ce qui est vraiment important, c'est de décliner les modèles dans plusieurs poids différents. Typiquement, si je devais me constituer une boîte avec les nymphes que j'utilise le plus, ça donnerait ça. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 modèles de nymphes. Les perdigones à gauche, qui sont des modèles réalisés en résine et qui coulent rapidement au fond. À droite, on retrouve des modèles un peu plus classiques, les Pheasant Tail, fabriqués à partir de plumes de faisan. J'ai décliné à chaque fois 3 nymphes par poids et par modèle. Dans l'ordre, des perdigones en hameçon de 12 billes de 4,6, des perdigones hameçon de 14 billes de 3,8, des perdigones hameçon de 14 billes de 3,2. Ensuite, pour les Pheasant Tail, j'ai décliné les modèles suivants. Pheasant Tail hameçon de 14 billes de 3,8, Pheasant Tail hameçon de 14 billes de 3,2, Pheasant Tail hameçon de 16 billes de 2,8, Pheasant Tail hameçon de 16 billes de 2,4. C'est une petite boîte comme cela qu'il faut vous constituer. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 modèles de nymphes différentes. Avec ces modèles, vous allez pouvoir faire face à 90% des situations de pêche. Après avoir abordé le sujet du matériel, passons maintenant à la construction de notre bas de ligne. La plupart du temps, en pêchant en nymphophile, la soie ne sera pas utilisée. Vous pouvez d'ailleurs voir que je ne la sors quasiment jamais dans les vidéos. En effet, le lancer en nymphophile moderne consiste à propulser les nymphes en effectuant un coup de poignet. Ce n'est plus l'inertie de la soie qui propulse les imitations à l'endroit voulu, mais le poids des nymphes. Ainsi, si vous souhaitez pêcher uniquement en nymphophile, la soie ne sert quasiment plus à rien. Une soie de taille standard devient même handicapante car elle va créer un ventre en dépassant du sion de la canne, qui va inévitablement faire draguer les nymphes dès leur entrée dans l'eau. Ce mouvement de tirée va fortement impacter votre dérive, c'est pourquoi je vous conseille de ne pas utiliser de soie, ou alors de garnir votre moulinet de la façon suivante si vous souhaitez pouvoir passer en sèche. Ici j'ai donc ma soie, mon moulinet et mon backing. Le backing est important même si vous n'utilisez pas de soie, car il permet de créer un coussin pour le bas de ligne, ce qui va prolonger sa durée de vie. Une fois le backing installé, je vais monter ma soie. Si vous n'en utilisez pas, vous pouvez passer cette étape et garnir le moulinet de quelques mètres de fluoro ou nylon 18 centièmes, directement après le backing. Concernant le bas de ligne, on commence avec 6 mètres de nylon ou fluoro 18 centièmes. Le 18 centièmes est un bon compromis. Il permet surtout d'éviter une détérioration trop rapide du bas de ligne. Ensuite vient l'indicateur de touche qui est confectionné en nylon bicolore 18 centièmes, afin d'être bien visible. Le raccord avec le morceau précédent est effectué via un nœud baril. Ensuite, je viens créer une micro-boucle en utilisant un nœud dédié à cet effet. Cette micro-boucle est vraiment très pratique car elle permet de changer de pointe très rapidement. Donc là on va voir ensemble comment on réalise le nœud de la micro-boucle. Donc on imagine que cette paracorde c'est le bout de votre bas de ligne ou votre indicateur et vous souhaitez faire une micro-boucle au bout. Donc c'est assez simple. Dans un premier temps vous allez faire une boucle comme ceci, très important qu'elle soit par en dessous, comme ça. Ensuite vous allez faire une deuxième boucle en passant au-dessus comme ça et vous récupérez toujours au même endroit, vous tenez. Et après, vous prenez cette partie, l'excédent ici, et vous passez entre les boucles. Juste vous passez comme ça et vous tenez. Vous voyez, j'ai juste passé mon fil entre les deux boucles. Et là, vous venez passer dans la première boucle et vous récupérez la deuxième. Et là, vous serrez. Donc vous voyez, ça commence à faire une boucle. Et donc la boucle, elle est ajustable en tirant tout simplement sur l'excédent. Donc si vous tirez ici, vous allez réduire la boucle et pour verrouiller le nœud, vous allez tirer sur le corps de ligne, la ligne principale. Donc typiquement, si j'ai envie de serrer la boucle, hop, je peux en tirant
là-dessus. Vous voyez là, avec la paracorde ça glisse un peu moins, mais avec le nylon vous allez voir que c'est hyper efficace. Donc là voilà, j'ai pris à peu près. L'idée c'est de prendre quelque chose qui va à peu près faire la taille de votre micro-boucle, typiquement une hampe d'hameçon, un tout petit tube, ça dépend quelle taille de micro-boucle vous voulez. Donc une fois que vous avez tiré, vous avez là la taille du micro-boucle que vous voulez. Vous prenez votre corde-ligne et vous verrouillez le nœud. Et donc là voilà, c'est parti, on a une super micro-boucle. La pointe du bas de ligne est la partie qui sera immergée dans l'eau. Elle est réalisée en nylon ou fluoro selon vos préférences et est raccordée directement à la micro-boucle de l'indicateur, celle qu'on a réalisée précédemment. C'est sur cette pointe que l'on va attacher nos nymphes. En début de saison, j'utilise du 14 centièmes pour mieux brider les poissons, et en été, quand les eaux sont un peu plus basses, je descends en 12 centièmes pour la discrétion. La longueur de la pointe du bas de ligne est un élément à ne pas négliger. En effet, sa longueur joue un rôle très important dans la nymphophile. Trop long et vous aurez du mal à détecter les touches, trop court et vous ne passerez pas bien dans la couche d'eau. Comme repère, on peut se donner un écartement de bras pour la première partie. Ensuite, on viendra rajouter 50 cm à cette première partie pour constituer notre potence, dans le cas où l'on pêche à 2 nymphes évidemment. Cette longueur est à adapter évidemment, selon la zone et la hauteur d'eau de l'endroit pêché. Dans des gros trous, on aura tendance à allonger notre pointe pour passer plus profond, et à l'inverse, dans des petites zones rapides et peu profondes, il faudra réduire la longueur. Il n'y a pas vraiment de science universelle pour la longueur de la pointe, c'est pourquoi je vous incite à faire votre propre expérience en situation de pêche. Pour les vrais débutants, je vous recommande de commencer par pêcher avec une seule nymphe dans un premier temps, afin de vous familiariser avec la technique. Ainsi, vous serez plus à l'aise pour lancer et vous limiterez les risques d'accrochage dans les arbres, le fond, etc. Vous serez également plus rapide dans les changements de nymphe et de bas de ligne. On a tous commencé un jour, et je sais comme ça peut être frustrant de refaire ou de démêler son bas de ligne sans arrêt. Pour la pêche à 2 nymphes, la nymphe la plus lourde est toujours attachée en bas. En potence, on retrouve une nymphe un petit peu plus légère qui passera un peu plus haut dans la couche d'eau. On dit souvent que pêcher à 2 nymphes permet de toucher 2 fois plus de poissons. Personnellement, je trouve que c'est assez vrai. J'utilise 90% du temps 2 nymphes, mais gardez bien à l'esprit que 2 nymphes rime aussi avec 2 fois plus de problèmes potentiels. Maintenant que tout est prêt, on peut passer aux choses sérieuses. Comme vu précédemment, l'action de pêche en nymphophile se caractérise par un lancer des nymphes effectué par un coup de poignet. On se sert vraiment du nerf de la canne pour propulser les nymphes dans la zone voulue. Il est bon d'évaluer au préalable la zone dans laquelle envoyer ces nymphes. En effet, l'endroit dans lequel les imitations vont tomber va déterminer en partie la dérive que va effectuer la ligne. De plus, il est important de prendre en compte que si on veut pêcher une zone donnée, alors il faudra que le lancer soit effectué juste en amont de cette zone, afin que les nymphes puissent passer dans la zone à la bonne profondeur. Tout de suite après le point d'impact dans l'eau des imitations, le contact avec les nymphes est pris et le suivi de la trajectoire de la dérive est réalisé en suivant l'indicateur des yeux. Ensuite, 2 paramètres clés pour détecter les touches efficacement. 1. L'indicateur doit être placé au-dessus de l'eau à un angle de 45 degrés environ. Et 2. Le sion de la canne est toujours en aval du montage et dérive à la même vitesse que le courant. On se retrouve presque à la limite de tirer les nymphes. Il est également important d'avoir en tête que pour un même point d'entrée dans l'eau des nymphes, la dérive sera différente. En effet, le courant et les remous des obstacles n'est jamais uniforme dans un cours d'eau. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à passer plusieurs fois au même endroit, car chaque dérive est différente. Souvent dans les vidéos, vous pouvez observer que ma main gauche récupère l'excédent de bannière, qui est produit par le bas de ligne qui se rapproche de moi au fur et à mesure de la dérive. Cette récupération est essentielle pour conserver un angle indicateur surface de 45 degrés. En nymphophile, vous allez pêcher l'eau,
c'est-à-dire pêcher des zones que vous jugez favorables sans avoir repéré au préalable le poisson. Cette technique nécessite donc une très bonne lecture de l'eau ainsi qu'une connaissance approfondie des principaux postes susceptibles d'abriter des truites. Également, comme évoqué précédemment, il est important de prendre en compte le temps que les nymphes vont mettre avant d'atteindre leur profondeur de pêche et ainsi se mettre à pêcher réellement. En effet, les truites se nourrissant de larves à la dérive ne viendront que très rarement prendre une imitation en train de couler, car ce n'est pas naturel. Au contraire, elles sont habituées à venir chercher des nymphes dérivant à une profondeur donnée, ou alors des nymphes qui remontent vers la surface. C'est pourquoi on peut décomposer la dérive en 3 zones, 1, 2 et 3. La zone 1 est la zone où les nymphes entrent dans l'eau et se mettent à couler pour atteindre leur profondeur de pêche. Elle constitue la zone amont. On entre ensuite dans la zone 2 lorsqu'on arrive en face de nous. C'est dans cette zone que vous allez toucher 90% de vos poissons. Les nymphes sont à la bonne profondeur et la configuration est optimale. Pour finir, vous passez en zone 3, jusqu'à la fin de la dérive. Dans cette zone aval, il faut remonter doucement les nymphes pour potentiellement déclencher les touches. Remonter les nymphes permet d'imiter le processus naturel d'une nymphe quittant le fond de la rivière pour atteindre la surface. Maintenant qu'on a tout pour faire de belles dérives, on va voir la détection de la touche. C'est un aspect essentiel de la pêche car sans ça, pas de poisson. Le plus dur pour un débutant est de distinguer la différence entre les nymphes qui raclent un petit peu le fond et la touche. Souvent, quand on accroche le fond, l'indicateur plonge contre le courant sans mouvement latéral. A l'inverse, sur des vraies touches, il y a souvent un petit mouvement latéral. Je vous le montre dans les extraits suivants car on peut le distinguer. Suivez bien l'indicateur des yeux. Et toc! Vous avez vu? Pour apprendre, il faut pêcher. Vous allez rater des poissons et même en faire sans vous en rendre compte. Mais au moindre doute, il faut ferrer. Pour vous aider, on va voir ensemble les postes à truites. Pour chacun, j'expliquerai quelle zone je pêche et quel grammage de billes j'utilise. Déterminer les zones les plus propices à abriter du poisson est essentiel dans n'importe laquelle des situations de pêche. Cette capacité de lecture de l'eau s'acquiert avec de l'expérience et de l'observation. Dans cette partie, on va voir quelques zones clés, mais je ne peux que vous inciter à pratiquer un maximum pour accumuler d'expérience. Ce sens de l'eau fait souvent la différence lorsque les conditions sont difficiles et que la densité de poissons est faible. Avant de détailler les postes, je précise que je pêche essentiellement en Haute-Savoie, sur des rivières alpines, avec des vitesses de courant relativement rapides. Je vais également rester dans les grandes lignes. Je pourrais faire une vidéo entière sur les postes, mais ici on va essayer d'aller à l'essentiel. Sur ce premier poste, on est en face d'une zone relativement profonde. En amont, on peut voir un fort courant qui s'ouvre ensuite vers une plus grande zone, où le courant ralentit. C'est un poste idéal. En effet, la zone étant assez profonde, les truites se sentent protégées par la couche d'eau qui fait office de cache. Pour les séduire, il faut donc atteindre cette profondeur et donc choisir un montage relativement lourd. Typiquement, dans cette situation, j'utilise une bille de 2.4 mm en potence et 3,8 en pointe. Les farios sont un peu comme nous. Elles cherchent les postes les plus tranquilles possibles, mais leur garantissant un accès facile à la nourriture. Cette nourriture est véhiculée par la veine d'eau principale, qu'il est important d'identifier, car c'est dans cette veine que les nymphes doivent passer pour un maximum d'efficacité. Situation similaire sur ce poste, sauf qu'ici on a la présence de blocs rocheux sur le fond dans la partie la plus sombre. Ces blocs constituent un vrai refuge pour les poissons, car ils ralentissent le courant. Les truites se placent souvent juste devant le bloc ou alors derrière. Cette zone semble relativement lente, mais ce n'est pas le cas. Le courant est fort. C'est pourquoi ici aussi j'utilise une bille de 3,8 en pointe et 2.4 en potence. Ici on retrouve un autre spot typique des eaux rapides. Dans cet extrait, vous pouvez voir qu'un gros bloc sépare le courant en deux veines d'eau distinctes sur chacun de ses côtés. Entre ces deux veines, on retrouve une zone calme qui est souvent appréciée des truites.
Le courant y est beaucoup plus faible, il faut donc adapter le montage. Dans cette configuration, une bille de 3,2 en pointe et 2,4 en potence fera parfaitement l'affaire. Même configuration que précédemment avec un bloc encore plus imposant. Ici, on cherche aussi à pêcher la zone la plus calme entre les deux veines. Pour ce dernier poste, on est sur une plus petite rivière, ce qui signifie moins de courant. On identifie clairement la veine principale qui passe le long des blocs. La zone est peu profonde car j'ai de l'eau jusqu'à la taille. Ici, il ne faut pas tomber dans l'excès de plombage. Une bille de 2,4 mm en potence et 2,8 mm en pointe permettra de dériver efficacement sur cette zone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions ou sujets que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à commenter, je prendrai le temps de vous répondre. Je voulais vous inviter également à aller voir les articles de Truth et compagnie qui m'ont beaucoup aidé dans l'écriture de la vidéo. Ils font un boulot de malade dans leurs articles. Et puis ils sont vraiment super. Donc je vous mets les liens des articles en relation avec les vidéos en description. J'en profite pour également féliciter Pierre Soroche, c'est toi qui as été tiré au sort pour gagner la boîte de nymphes. Je t'invite à m'envoyer un mail à cette adresse, guerseco@gmail.com. Ainsi je pourrai t'envoyer la boîte. Je vous remercie pour avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus.